Bonjour mes pipistrelles, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, donc enfin, cette vidéo qui va me permettre de partager avec vous un petit peu mon expérience de Vietnam, ce voyage que j'ai fait après 22 ans de départ. Voilà. Et je pense que je vais faire cette vidéo en plusieurs parties parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. 22 ans, ce n'est pas rien. Et avec plein de changements, donc vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, on va commencer tout simplement par mes impressions. Alors, avant de partir au Vietnam, quelqu'un m'a dit que finalement j'ai passé plus de temps de ma vie en France qu'au Vietnam. Et effectivement, ça m'a sauté à la tronche comme ça parce que techniquement je n'ai jamais fait attention à ça, mais oui, j'ai passé plus de temps en France qu'au Vietnam finalement parce que je suis partie du Vietnam quand j'avais 16 ans. Voilà, 16 ans c'est quand même très long, j'ai eu le temps de grandir, d'apprendre la langue, de m'imprégner du Vietnam, de la culture, de tout ce qui est vietnamien en fait. Et après 22 ans en France, j'étais déjà ado à cette époque-là. Et pareil, en fait, j'ai eu beaucoup de temps d'apprendre la langue française, de découvrir la culture. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis qui me font découvrir vraiment la culture de chaque région de France. Même s'il y a encore plein de choses dont je ne connais pas encore, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne m'a jamais fait réfléchir jusqu'à maintenant. Mais voilà, bref. Donc, j'ai pris l'avion pour aller au Vietnam. J'ai pris Turkish Airlines, donc une escale. Il faut savoir que pour aller au Vietnam, vous avez des lignes directes, hein, c'est un petit peu plus cher, mais c'est possible, c'est 15 heures de vol non-stop. Mais je pense que c'est pas mal comme option si vous avez assez de moyens. Il ne faut pas hésiter de prendre cette option, c'est vraiment, je pense que c'est beaucoup plus reposant. Donc moi j'ai eu une escale. J'ai eu un escale à Istanbul, après 5 heures de vol entre Bruxelles et Istanbul, et ensuite, à partir d'Istanbul jusqu'à Ho Chi Minh, Saigon, j'ai eu 10 heures de vol. Donc voilà. Alors, ce qui m'a vraiment frappé quand je suis arrivée à l'aéroport au Vietnam, c'était la température. Je sortais de l'aéroport, alors au mois d'octobre à Lille, dans le nord de France, on a quelque chose comme 16-14 degrés. On avait encore une température plutôt clémente en fait, hein, 14-16 degrés. Arrivé à Tan Son Nhat, donc l'aéroport de Ho Chi Minh, en sortant de la porte, j'ai mes lunettes qui sont qui ont plein de buée, donc j'ai mis 10 minutes, un quart d'heure à faire partir vraiment la buée, parce que même quand je les enlève pour enlever la buée, je les remettais, la buée revient. C'est incroyable. En fait, là-bas, au Vietnam, quand je suis arrivée, la température était dans les 35 degrés. Avec beaucoup d'humidité parce qu'on est à la fin de la saison des moussons. Donc on a encore un petit peu de pluie, mais pas trop. Mais bon, le jour où je suis arrivée, il pleuvait des cordes. Il pleuvait beaucoup. Voilà, de la température. Et en fait, j'ai eu de la chance pendant tout mon séjour de 3 semaines. J'ai eu que 2-3 jours de forte pluie où les routes sont inondées et tout ça. Mais vraiment, je n'ai pas eu plus de pluie que ça. Par contre, il y a encore assez d'humidité et de fraîcheur dans l'air pour que la température soit supportable. Donc, en niveau température, c'était un peu violent quand on vient d'arriver, mais pour finir à la longue, ça va.
Ça va. Et en fait, c'est très rigolo parce que je sais que j'ai grandi dans cette température-là. J'avais connu ça, mais finalement, le nord de la France a eu raison de moi parce que quand je suis arrivée, il faisait très 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 chaud pour moi. C'était trop chaud. Ceci dit, ce qui a beaucoup beaucoup changé par rapport au moment où je suis partie, c'était en 2002. C'est que maintenant, dans vraiment la plupart des endroits au Vietnam, il y a la clim. Donc, en gros, on sort d'un endroit où il y a la clim. Donc, à l'aéroport, il y a la clim. On sort d'un endroit où il y a la clim. On monte dans une voiture. Il y a la clim. On arrive là où on doit arriver. Normalement, il y a la clim aussi. C'est rare les endroits où il n'y a pas de clim en fait, c'est tellement rare maintenant. Alors que avant que je partais, c'est pas le cas de tout le monde. C'est vraiment le cas de personnes qui ont les moyens d'avoir la clim chez soi. Voilà, premier changement. Deuxième changement, c'est les routes. Vraiment, la ville s'est totalement métamorphosée. En fait, c'est très très étrange parce que avant mon départ, mes parents et moi, on habitait dans un quartier tout près de l'aéroport. En fait, de chez moi jusqu'à l'aéroport, si je prends mon vélo, parce que je me déplaçais beaucoup en vélo quand j'étais là-bas, si je prends mon vélo, je mettais 20 minutes, une demi-heure pour aller jusqu'à l'aéroport. Donc là, on a pris la voiture. Donc mon père a fait déplacer son chauffeur pour pour venir nous chercher à l'aéroport. Et en voiture, on est passé devant l'ancien quartier où on habitait avant. Je n'ai rien reconnu, mais rien. Pourtant, il y a un grand marché, donc le marché à la vietnamienne, avec les stands, des petits stands. Les gens vendaient des légumes, des fruits, la viande, du poisson et plein de petits trucs, les choses de première nécessité, des produits de beauté, tout ça, du tissu, des chaussures, enfin vraiment des marchés à l'ancienne comme ça. Et ce marché-là, je l'ai toujours connu, je passais toujours devant en allant au lycée ou même en allant au collège. Et le collège est toujours là, le marché est toujours là. En plus, en face du marché, il y avait un ancien cinéma qui s'est transformé en librairie, une grande librairie en fait. Et pareil, la librairie, c'est l'endroit où je squattais le plus pendant ma jeunesse. Et voilà, en voiture, on passait devant tout ça, je n'ai pas reconnu. Ça m'a fait vraiment très très bizarre parce que, en fait, même si il y a eu de la rénovation, même s'il y a eu du changement depuis 22 ans, c'est énorme. Mais en fait, ce sont des choses qui n'ont pas changé de nature. En tout cas, le marché est toujours le marché, le collège est toujours le collège et la librairie est toujours la librairie en fait, mais en fait le fait qu'il y a eu plein de choses autour d'eux qui ont changé, ça m'a pas mal perturbée par rapport à ce que j'ai en mémoire et ce qui est vraiment là. Pas de changement est palpable et je découvre aussi que en fait la mémoire est aussi trompeur. Ouais, c'est aussi trompeuse parce que j'ai une certaine image de ces endroits-là dans ma tête, qui est toujours dans ma tête, mais quand je suis arrivée sur place, ces endroits-là sont toujours là. Il suffit de quelques petits changements autour pour qu'on ne reconnaît plus rien, vraiment rien. Et il a fallu que mon père me dise que, tiens, c'est le marché. C'est le marché à côté de la maison à l'époque, t'as reconnu? Je lui ai dit, non, j'ai pas reconnu. Et effectivement, quand mon père m'a dit que c'était le marché, c'est le marché, et que je regardais mieux, je regardais les murs, je regardais vraiment le sol, les détails des petits stands qui étaient encore ouverts à ce moment-là. Il était 19 heures du soir, hein. Vraiment pour reconnaître l'endroit en fait.
pour le cerveau, c'était vraiment très perturbant. C'était vraiment très perturbant pour moi. Ensuite, je vais enchaîner sur les routes vietnamiennes parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose. Alors, il faut savoir que les routes vietnamiennes sont toujours très, très, très chargées. Quand j'étais encore là-bas et au moment où je partais, les routes sont souvent chargées avec les scooters. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de scooters et énormément de vélos. Nous, enfin moi quand j'étais lycéenne, collégienne, je me déplaçais à vélo et la plupart, vraiment la grande partie de mes camarades étaient aussi à vélo. Je me souviens même des endroits où devant les écoles, oui, devant les écoles, où les gens gardaient les vélos, en fait, les parkings à vélo, tout simplement, et c'était vraiment des énormes parkings avec que des vélos, comme ça. Et là, à mon retour, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde sur les routes. Je crois que ça a triplé, en fait. Donc, les routes sont encore plus bondées. Il y a autant, voire beaucoup plus de scooters, mais plus du tout de vélos. Mais vraiment, vraiment, plus du tout. Pendant mes 3 semaines où je passais à Saigon, à Ho Chi Minh, je crois que j'ai dû voir 2 vélos. Et vraiment, c'était des personnes âgées et qui sont dans les couches les plus bas de la société qui étaient à vélo, en fait. Le reste du temps, c'est vraiment que des scooters, énormément de mini-scooters électriques là qui ne demandent pas de permis. Mais la plupart, enfin, j'ai constaté que la plupart des collégiens et de lycéens maintenant sont sur scooter ou sur scooter électrique, en fait. Et maintenant, il y a énormément de voitures, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures par rapport à avant. Avant, je crois qu'il y avait que des taxis ou des personnes très riches qui possédaient des voitures. Et donc, sur la route, on peut croiser, 5, 6 voitures de temps en temps. Maintenant, il y en a partout. Et en fait, je vais essayer de mettre quelques vidéos que j'ai pu faire. Je ne sais pas si ça va apparaître là ou là. Vous allez voir. En fait, et encore dans les vidéos que je vais faire apparaître, c'est pendant un moment où la circulation n'est pas chargée, où ça roule bien, où ça roule vraiment bien. Parce que à l'heure de pointe, donc le matin, vers 8 heures, entre 7h30 et 9h, et le soir, entre 16h et 18h30, là, c'est vraiment bouché, mais de chez bouché. On va avoir les scooters qui vont rouler même sur les trottoirs pour pouvoir avancer. Et les voitures au Vietnam, en ville, même pendant les heures où ça roule bien, ça dépasse difficilement 30 km/h, voire. Parfois, on peut aller jusqu'à 40, mais enfin, voilà, ça dépasse vraiment difficilement ces vitesses-là. Et même pendant les heures de pointe, ils peuvent être immobilisés pendant un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Et il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est que les conducteurs de voitures là-bas, franchement, en termes de gestion d'espace, ils sont excellents parce que plusieurs fois, là-bas, je prenais beaucoup de taxis, les Grab Cars. C'est un peu comme des Uber, en fait. Mais en fait, des fois, dans des toutes petites rues comme ça, ils sont 2 à se croiser. À chaque fois, je suis dans la voiture, j'ai dit au conducteur, mais vous ne vous arrêtez pas sur le côté d'un endroit. Comme ça, l'autre, ils peuvent passer, ou enfin, il n'y a pas cette pratique-là. Non, en fait, ils avancent en même temps, ils se regardaient, et parfois, ils ouvrent leur vitre là pour rabattre les rétros, les 2 côtés, pour que ça passe. Et parfois, les voitures passent de ça, l'un à côté de l'autre. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'oserais jamais faire ça. Mais vraiment. Et là, au Vietnam, maintenant, on a des énormes ronds-points, vraiment des énormes ronds-points avec les lignes sur le sol.
on va dire qu'il y a 3 lignes. Sauf que, bon, ben, les gens ne respectent pas tellement pas les lignes que de toute façon, ça sert à rien. Ok. Et le rond-point, débouche sur 6 ou 8 voies différentes. Et quand c'est comme ça, vraiment, je ne sais pas comment les gens font pour ne pas avoir d'accident. Mes cousins me disent qu'il y a plein d'accidents tous les jours, mais moi, à chaque fois que je suis en voiture et qu'on doit prendre les ronds-points, j'ai jamais vu d'accident. Et clairement, les voitures avancent comme ça, les scooters passent à droite, à gauche, ils coupent la route, ils s'en foutent, ils serrent les voitures, mais parfois les voitures doivent aller vraiment au centre du rond-point pour pouvoir avancer, tellement il y a de scooters autour. Et parfois, quand on doit tourner à droite ou la deuxième rue à droite, ben, les voitures sont totalement au centre vers le centre du rond-point, et pour se frayer un chemin pour repartir à droite, c'est vraiment l'enfer, vraiment l'enfer. En France, je me suis rendu compte qu'en France, j'ai toujours cru qu'à Paris, conduire à Paris ou conduire dans le sud de la France, c'est déjà le bordel. Mais vraiment, c'est vraiment que de la gnognotte par rapport aux routes à Saigon. C'est tellement hallucinant. Ça a tellement changé, je n'ai rien reconnu des routes, mais quand je vois le trafic du Vietnam, c'est l'enfer. Vraiment, c'est l'enfer. Je ne conduirai jamais au Vietnam parce que je ne veux pas mourir. Voilà. Et en parlant de ça, c'est très rigolo parce que sur le tableau de bord de toutes les voitures, selon la confession des gens, et parfois il y a même des gens qui n'ont pas forcément de religion, mais ils mettent quand même l'effigie vous allez voir si vous êtes là-bas, sur les tableaux de bord, il y a toujours l'effigie de Dieu, de Jésus, de Marie ou de la Sainte Famille pour les catholiques, et ou alors pour les effigies des Bouddhas, enfin, du panthéon bouddhiste avec plein de Bouddhas différents. Chacun va avoir son Bouddha préféré collé sur la table de bord. Bon, sauf mon cousin. Mon cousin, il a Deadpool, mais bon, c'est mon cousin. Et c'est quelque chose d'assez rigolo à voir parce que bon, les tableaux de bord en France, c'est plutôt vide. On a un truc qui pendouille un petit peu au niveau du rétro, mais c'est pas le cas de tout le monde non plus. Donc, en fait, c'est une manière pour les gens d'avoir une protection spirituelle en fait sur les routes. C'est très rigolo, et je n'ai pas vu de statuette de Saint Christophe au tableau de bord au Vietnam. Ceci dit, Saint Christophe n'est pas un saint très 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 connu au Vietnam. Les Bouddhas, les figures les plus utilisées, c'est souvent Marie. Vraiment, Marie, elle est partout dans les voitures, dans la plupart des voitures des chauffeurs catholiques que j'ai pu prendre. Ou sinon, c'est le grand Bouddha. Sinon, c'est le grand Bouddha avec le gros ventre là, qui est souvent utilisé, donc à la fois protection, mais à la fois pour apporter chance et plus de revenus. Voilà. Donc les premières impressions, les premiers changements que j'ai pu constater et voir, c'est vraiment au niveau de la température, le ressenti sur le corps et les routes. C'est vraiment là où j'étais au premier lieu après l'aéroport, normal. Donc voilà, pour la route, pour le trafic et pour tout ça. Sinon, vraiment en termes général, ce qui est très 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 bizarre pour moi, c'est cette sensation où, voilà, je suis dans la rue, je ne reconnais rien du tout, mais vraiment rien du tout. Pourtant, quand j'étais jeune, quand j'étais ado là-bas, j'ai pu avoir l'occasion de sillonner vraiment pas mal de quartiers différents de Saigon avec mes amis, parce que je sortais pas mal en fait. Donc j'ai visité plein de quartiers différents, plein d'endroits différents, et donc je dois dire que je connais les routes,
Vraiment, je connaissais, je connaissais les routes. Je savais aller d'un quartier à un autre parce que mes tantes, ma grand-mère n'habitaient pas forcément dans les mêmes quartiers, mes parents non plus. Et j'allais chez eux en vélo en fait. Et mes amis aussi, mes amis habitaient dans plein de quartiers différents. Et même quand on sort, on va au premier arrondissement, donc Guatemala, pour pour sortir, pour faire nos activités. Et tous ces endroits-là, je les ai connus. J'ai parcouru les routes à vélo. Et là, devant tout ça, je n'ai rien reconnu. Mais rien du tout. Et donc vraiment, Saigon a totalement changé. Elle s'est métamorphosée. Il y a énormément de gratte-ciel maintenant dans le quartier du centre, donc le premier arrondissement. Énormément de gratte-ciel. On pourrait dire que, ouais, enfin, ça ressemble aussi au centre parisien, le quartier de la Défense ou même le centre au niveau du Champs-Élysées avec des grands magasins partout. Là, c'est à peu près pareil en fait. Hein. Bon, avec les routes beaucoup plus petites et l'architecture un petit peu plus asiatique, de manière asiatique. On peut penser à Singapour ou Shanghai, quelque chose comme ça. Et vraiment, dans ces quartiers-là, quand on va derrière les bâtiments, quand on va derrière les gratte-ciel, tout ça, on trouve encore des toutes petites maisons, des choses un petit peu plus des années 80, 90, des années même 60, 70, même des années 30 en fait. Donc les bâtisses vraiment très, très vieux, vraiment très vieux. Tout ça, ça se mélange derrière une façade de gratte-ciel et comment dire, d'opulence. Donc voilà. Et en fait, bon voilà, il y a plein d'endroits qui ont été détruits, reconstruits, les endroits qui n'ont pas changé, ça a été rénové aussi. Donc parfois, quand je passe devant un endroit dont je reconnais quelque chose, un petit quelque chose, oui, ce petit quelque chose, je l'avais connu, mais ça a aussi changé depuis. En fait, c'est vraiment un sentiment très étrange. Je ne reconnais rien, mais en même temps, je sais que c'est un endroit que je connais vraiment intimement, vraiment à l'intérieur. Je sais que là, c'est chez moi en fait. Et quand je suis dans la rue, les gens passent avec leurs habitudes, ils parlent, voilà, ne serait-ce que la langue, ils parlent, la manière de parler, la manière de faire des choses, les magasins, les gens discutent entre eux, leur manière de négocier, leur manière d'être. À travers tout ça, rien ne m'est étranger. Donc, voilà, en fait, en gros, je suis là, je suis dans cet endroit, je ne reconnais rien, tout était nouveau, tout est étranger pour moi, mais en même temps, rien n'est étranger. Oui, c'est un sentiment fascinant. Voilà. Donc, alors, du coup, je vais arrêter la vidéo là, ici. Là, à la prochaine vidéo, je vais vous parler de la nourriture. Vaste sujet, parce que je n'ai pas arrêté de manger là-bas. Voilà, là, c'est pour poser vraiment un petit peu le sujet et de commencer, démarrer un petit peu, d'expliquer l'expérience de vie que j'ai eue là-bas. Et ensuite, on va développer un petit peu, avec plein d'autres choses dont j'espère intéressantes pour vous. Voilà, je vous laisse avec ça pour le moment. J'espère que j'aurai le temps de faire la prochaine vidéo rapidement, quand même. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.